Professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Stéphane Beaulac est avec moi. Bonjour, M. Beaulac. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être là pour nous éclairer. Bien, écoutez, vous avez déjà fait une fantastique job pour résumer l'essence de cette clause de dérogation. J'essaierai d'ajouter aux explications. Fait que je serai un bon élève, là. Ah oui, vous commencez avec un A+. On va commencer par la base. Expliquez-moi, c'est quoi ça, la Charte des droits? OK. C'est un instrument qui existe depuis plus de 35 ans. On en fêtait justement l'anniversaire avec la Confédération l'année dernière. En 82, on se souviendra, rapatrié, selon l'expression, la Constitution canadienne et on y a ajouté un instrument supralégislatif. Donc, il y a un statut supérieur aux autres lois parce qu'on l'a inclus dans la Constitution au moment de son rapatriement. Ça, pour faire le parallèle, c'est l'équivalent du Bill of Rights aux États-Unis. C'est qu'est-ce qui donne une protection aux citoyens, aux citoyennes par rapport à leurs droits et libertés fondamentales. Comme par exemple? La liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté d'association, ce qu'on appelle aussi les garanties juridiques dans un cadre criminel. Donc, l'accusé a droit au silence, a droit à un avocat, etc., etc. Le droit aussi, fort important, de l'égalité sans discrimination qu'on invoque fréquemment et qui a nécessité depuis 35 ans un ajustement de notre législation en droit interne. OK, fait que c'est comme bien important. C'est majeur, là. Là, je voulais donner une liste d'épiceries, comme on l'appelle parfois, mais c'est ce qui est au cœur au Canada, mais aussi à travers le monde dans les démocraties constitutionnelles. C'est une façon, finalement, d'arriver à un point d'équilibre entre la gouvernance majoritaire et ce qu'on considère être des droits fondamentaux, des droits qui sont inhérents à la personne humaine. Donc, c'est dans le mouvement post-Seconde Guerre mondiale, où on a constat évidemment évident, vu la nécessité de donner une protection des libertés fondamentales et qui est au-dessus de la volonté populaire. Parfait. On a-tu une charte comme ça au Québec? Oui. À vrai dire, adoptée 6 ans avant la charte canadienne. Toutefois, il y a une distinction très importante, c'est que contrairement à la charte canadienne, la Charte québécoise n'a pas un statut formellement supérieur aux autres droits. Autrement dit, on ne peut pas rendre invalide une loi ou une mesure gouvernementale sur la base de la Charte québécoise. Il y aura, eu égard à la Charte québécoise, une interprétation pour concilier les lois québécoises avec les protections juridiques des droits humains qui sont prévu par la Charte québécoise. Mais quand on est dans un litige eu égard à la Charte canadienne, là, ultimement, on peut en arriver à déclarer, à casser une loi, à la déclarer inconstitutionnelle. C'est ça la distinction majeure. OK, parfait. Dans la Charte canadienne, il y a toutes sortes d'articles. Je vais lire l'article 2. D'accord? Oui. Puis, probablement, je vais me tromper, mais la Charte consacre des droits et libertés, notamment liberté de conscience, de religion, liberté de pensée, liberté de croyance, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de presse, liberté de réunion pacifique et liberté d'association. Ça, c'est l'article 2. Quelque part dans la Charte, il y a un autre article qui dit, pour certains articles, soit l'article 2 et ensuite 7 à 15, vous pouvez utiliser un autre numéro d'article, mettons 25, je ne sais pas, là, pour dire, ces articles-là ne s'appliquent pas. N'est-ce pas? C'est ça dont il sera question maintenant. Oui. La clause de dérogation. On appelle fréquemment l'article 33. Il y a un équivalent, incidemment, je le mentionne tout de suite, mais je n'insisterai pas là-dessus. Il y a un équivalent dans la Charte québécoise, c'est à l'article 52. Alors, parlons de l'article 33. La clause de dérogation, et vous l'avez bien souligné, elle permet cette clause de passer outre des protections aux libertés fondamentales, mais pas tous les droits ou toutes les libertés protégées par la Charte canadienne. Seulement ces droits protégés visés par l'article 2, 7 à 14 et 15. Autrement dit, pour les fins de l'explication, il y a certains droits, dont les droits démocratiques, dont les droits linguistiques, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 33, c'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer, par rapport aux droits démocratiques, aux droits linguistiques, la clause de dérogation. Parfait. Dans le cas présent, sur la question du port de signes religieux, il ne serait pas impossible de penser que, en interdisant le port de signes religieux pour certaines catégories d'emplois, qu'on attaque l'article 2. Ce ne serait pas impossible de penser cela et que certains pourraient contester devant le tribunal
une loi adoptée à l'Assemblée nationale qui vient brimer la liberté de religion. Oui. Puis on n'a pas à chercher très loin parce que dans ces eaux-là, si je puis dire, on a assez récemment un projet de loi, le numéro 62, adopté sous le gouvernement Couillard, qui présentait la problématique en termes de dispenser et recevoir les services publics à visage découvert, qui a été contestée. Cette loi a été contestée devant les tribunaux. Alors, ça confirme ce qu'on savait déjà, c'est que quand on est à limiter la possibilité de porter des signes religieux, ça interpelle des notions de neutralité, de laïcité qui sont en lien direct avec cette liberté fondamentale qu'on appelle la liberté de conscience et de religion. Parfait. Expliquez-moi comment un gouvernement ou une Assemblée nationale, puisque c'est un projet de loi adopté, peut aller et utiliser l'article 33 de dérogation. Est-ce qu'on doit avoir un jugement jusqu'en Cour suprême pour dire ta loi est inconstitutionnelle et c'est après ça qu'on inscrit une disposition qui dit ben là finalement je vais utiliser mon veto, mettons, on va le dire comme ça, ma dérogation. C'est-tu après un jugement de la Cour suprême? Ben, c'est un des deux scénarios. Le plus fréquent, quoique, soyons clairs, la fréquence, justement, est très peu élevée quand on parle de cas où on a ultimement utilisé la clause de dérogation, l'article 33. Il y a 3 précédents au pays depuis 36 ans. Donc, c'est rarissime. Et dans ces situations, ça a été de fait en réaction, en réponse à un jugement. Toutefois, vous disiez, est-ce que c'est un jugement de la Cour suprême qu'on doit attendre avant de pouvoir invoquer l'article 33? La réponse courte, c'est non. Et un précédent récent où on a invoqué, mais qui, en bout de ligne, n'a pas été nécessaire d'utiliser la clause de dérogation, c'est qu'est-ce que l'Ontario a vu par rapport à un dossier concernant le Conseil municipal de Toronto, une législation adoptée par le gouvernement Ford qui avait fait l'objet d'une décision en première instance et on voulait réagir, répondre à cette décision en invoquant l'article 33. Or, pour les fins de l'explication, disons que ça n'a pas été nécessaire parce que, entre-temps, avant d'adopter ce nouveau projet de loi invoquant l'article 33, il y a eu la décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui a renversé la décision de première instance. Tout ça pour illustrer que le cas d'application typique, ça serait en réponse à une décision d'un tribunal. Toutefois, il se peut également, la jurisprudence est claire, qu'une législature, un Parlement, au Québec, l'Assemblée nationale, puisse souhaiter invoquer l'article 33 de façon préventive, de façon prospective. Ça serait la situation où, en adoptant, puis ça nous ramène sur le dossier d'une interdiction au Québec de port de signes religieux pour les employés de l'État. Qui a été dans les médias sur lequel on est revenu hier et avant-hier, et dont il est question beaucoup aujourd'hui, ça serait vraisemblablement le scénario où on adopte un nouveau projet de loi et sachant l'état de la jurisprudence que ça serait vu comme étant attentatoire à la liberté de religion. On veut prendre de l'avance dans un sens et protéger de façon prospective la validité de notre loi en disant qu'on l'adopte nonobstant en passant outre la liberté de religion. Je vais faire un lien avec ça parce que je veux comprendre quelque chose. Quand on dit nonobstant la liberté de religion, vous savez, l'article 2 parle de beaucoup de libertés. Je vais en mettre 2 en opposition. Liberté de religion puis liberté de presse. Oui. Ça va? Est-ce que quand on suspend l'application de l'article 2 pour les fins prévues au projet de loi, là, la question des signes religieux, est-ce qu'on suspend l'ensemble de ces libertés-là ou une à la fois, une liberté à la fois? Très précisément, dans l'hypothèse, là, on inclurait de façon expresse, il ne faut pas jouer à cache-cache, là, on ne peut pas le faire implicitement ou par déduction nécessaire. Il faudrait avoir une disposition dans le projet de loi qui dit clairement que la présente loi est adoptée nonobstant la liberté de religion garantie par l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés. On ferait la même chose en invoquant l'article 52 de la Charte québécoise. Je comprends. Très bien. Est-ce que ça veut dire d'office, si c'est adopté comme cela, que, dans le fond, tout recours devant le tribunal
tout recours judiciaire devant le tribunal est superflu, parce que de toute façon, peu importe le jugement, on va utiliser nonobstant ou dérogation. On annonce, puis là, ça m'amène à faire un petit brin d'histoire sans aller dans le détail. Quand ça a été conçu en 1982, la clause de dérogation, les artisans de la loi constitutionnelle de 1982 l'a accepté comme une mesure pour en arriver à un consensus. C'était une mesure de compromis parce que les différents gouvernements à travers le pays craignaient d'ainsi perdre une partie de leur souveraineté parlementaire. Et là, on a dit, ça va être l'article 33, une façon de ramener un dossier, une problématique devant la volonté du peuple. Sauf que c'était très clair en 1982, lors de l'adoption de la loi constitutionnelle de 1982, que c'était pour être une mesure de dernier ressort, une mesure d'exception. Et la pratique, depuis 36 ans, le confirme. Je mentionnais tantôt, il n'y a que 3 précédents où ça s'est concrétisé, une utilisation. Un de ces précédents nous vient du Québec, c'est l'utilisation de la clause de dérogation par le gouvernement de Robert Bourassa en 1982 pour répondre à des jugements de la Cour suprême sur une limite, interdiction d'utiliser l'anglais dans l'affichage commercial. Il y a 2 autres précédents qui nous viennent de la Saskatchewan. Je vous épargne des détails. Mais tout ça pour dire que la mesure doit demeurer exceptionnelle. Sauf que régulièrement, dans la trame narrative de nos politiciens et politiciennes, on a ni plus ni moins instrumentalisé cette idée de dérogation possible et on l'invoque régulièrement, pas tous les jours de la semaine, là, mais sur des dossiers épineux, comme le présent qui concerne une interdiction des... Alors, mon point ici, monsieur, c'est de dire, attendons de voir si, étape par étape, le projet de loi est adopté, comment est-ce que est formulée une telle interdiction. Attendons de voir s'il y a une contestation devant les tribunaux et alors il y aura une possibilité d'invoquer la clause de dérogation. On est encore, autrement dit, très loin de cette étape-là, dernière étape ultime. Je veux bien, mais si d'office, on l'utilise là, de façon préventive, comme vous l'avez expliqué. De façon préventive, oui. Oui. Si on l'utilise de façon préventive, est-ce que ça empêche les recours devant le tribunal? Oui. La réponse courte, c'est absolument. Okay. Parce que on pourrait toujours imaginer un scénario où on mettrait en doute que la clause est suffisamment explicite ou qu'elle est trop large ou peu importe, mais l'idée derrière l'article 33, la clause de dérogation, c'est justement de dédouaner, ni plus ni moins, un projet de loi qui, on le sait, serait attentatoire à une liberté fondamentale. Parfait. Peut-être un dernier sujet, M. Beaulac. Oui. Est-ce que quelque part dans la loi, dans la Charte des droits et libertés, il y a la notion d'indépendance judiciaire? Non, mais écoutez, c'est non seulement ça, c'est implicite dans notre Constitution qui inclut la Charte, mais c'est un méta-principe qu'on appelle parfois en droit constitutionnel. C'est une des assises essentielles de notre système démocratique fondé sur l'État de droit. C'est-à-dire que nos 3 branches incluent la 3e, la branche judiciaire, qui œuvre de façon indépendante et qui veille justement, souvent on le présente avec l'image du chien de garde, veille au maintien de notre bonne gouvernance et qui est là pour notamment protéger les libertés fondamentales qui sont garanties par la Charte québécoise et la Charte canadienne. Et où je m'en vais avec ça, c'est est-ce que l'Assemblée nationale pourrait adopter un projet de loi en y incorporant l'article 33, qui irait jusqu'à dire comment les juges doivent être habillés lorsqu'ils siègent? Ah oui, là, ça deviendrait délicat, évidemment. Il y a un aspect, puis je n'irai pas dans le détail, mais fédéral, provincial, parce que les juges des cours supérieures sont de nomination fédérale et Québec, vraisemblablement, n'aurait pas le pouvoir d'ainsi imposer un code vestimentaire et interdire des signes religieux, par exemple. Il y a évidemment d'autres tribunaux, dont la Cour du Québec, les cours municipales, où ça serait possible constitutionnellement parlant, mais en termes de décider ultimement de la validité d'une interdiction qui les viserait eux-mêmes, ça devient plus délicat. Cela dit, il arrive parfois que des dossiers, là, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est que les tribunaux se sont déjà
prononcer sur leur propre salaire. C'est ça. Vous voyez, alors, il y a façon, évidemment, de garder une objectivité en traitant de ces dossiers, mais vous avez mis un doigt sur un des éléments incongrus, c'est que ça pourrait ultimement, parce que ça serait visé par un projet de loi annoncé, on n'a pas encore les détails, là, mais les grandes lignes, les pouvoirs dits coercitifs, y compris les juges. Oui, puis le congédiement de juge ne relève pas de l'exécutif ou du législatif, on va s'entendre. Oui, là, ça serait particulièrement délicat parce que, justement, on veut s'assurer que les juges, la notion pertinente, c'est l'inamovibilité des juges du pouvoir judiciaire. Donc, et là, habituellement, on doit, dans ces cas rarissimes, on doit procéder par une procédure très lourde pour, justement, s'assurer de leur indépendance et de leur inamovibilité. Très bien. M. Beaulac, merci beaucoup de ces précisions. Un petit peu de haute voltige aujourd'hui à l'émission. Oui, j'ai essayé de garder ça accessible pour tout le monde. Alors, mais très apprécié. Bon vulgarisateur. Merci beaucoup, M. Beaulac. Bonne journée à vous. Salut, merci. Alors,